Je suis rentré d'une mission d'opération secrète pour trouver mon fils en unité de soins intensifs pédiatriques. Je n'ai même pas pu le reconnaître. Le médecin a murmuré, 42 fractures. Quelqu'un a fait ça lentement. Puis, je les ai vus dans. Je m'appelle Nicolas, et je veux vous raconter l'histoire d'un homme. Un homme. Revenu de l'autre bout du monde, pour découvrir que sa vie entière avait été brisée en 42 morceaux, et qui choisit, dans ce couloir d'hôpital, de ne pas se taire, alors même que tout le monde n'attendait que cela. Nous aimons croire que la loi protège d'abord les plus faibles, et qu'un enfant, sur un lit d'hôpital, est la seule chose pour laquelle une communauté entière se dresserait, unie, afin de le défendre. Mais il y a des endroits où la loi n'est qu'un outil entre leurs mains. Un simple instrument de pouvoir, tout comme la fourrière municipale, ou les pressions locales. Gage est le juge d'instruction, qui joue aux cartes avec eux. Chaque jeudi soir. Dans ces endroits, avoir un réseau n'est pas une simple rumeur, c'est un bouclier infranchissable. C'est l'histoire d'un père, nommé Gabriel Lochet, qui a traversé cela. Il avait passé sa carrière à apprendre comment on construit les remparts, et où se trouvent les pierres mal scellées. C'est l'histoire d'une patience qui ressemble à de la sérénité, mais qui n'en est pas. C'est l'histoire de la différence entre une vengeance qui hurle, et une revanche qui attend patiemment qu'une famille soit dévorée par la machine même qu'elle pensait contrôler pour se protéger. Je ne vais pas prétendre que le début de cette histoire est facile à entendre. Mais restez avec moi, car ce que cet homme a fait ensuite est la seule partie de l'histoire pour laquelle personne n'a jamais écrit de rapport. Et d'ici la fin, vous comprendrez exactement pourquoi Gabriel Lochet avait passé 11 ans à apprendre à être la présence la plus discrète, la plus silencieuse, dans une pièce. C'était la majeure partie de son travail. Bien avant ces périodes de sa vie qui n'avaient pas de nom, et qui ne rapportaient aucune médaille, il avait appris que l'homme bruyant est celui que l'on repère en premier. Alors, à la place, il est devenu patient. Il pouvait rester immobile sur un toit gelé pendant 9 heures. Il pouvait analyser une rue entière, simplement, en observant le comportement des chiens. Lorsqu'il a enfin quitté le service, il ne s'est pas reconverti en consultant en sécurité, ou en garde du corps, ni dans aucun de ces métiers vers lesquels se tournent habituellement les hommes comme lui. Il a commencé à escalader des ponts. Cela lui convenait parfaitement. Il dirigeait une petite entreprise de travaux sur corde depuis la commune de Savet, avec 3 camionnettes, une poignée de cordistes certifiés, et des contrats pour inspecter le dessous des structures métalliques, ainsi que les châteaux d'eau, dans 4 départements environnants. Il aimait cela. La hauteur, le silence, et l'honnêteté d'une soudure fissurée. Là-haut, rien ne prétendait être ce qu'il n'était pas. Il avait un fils de 6 ans, Arthur, qui adorait dessiner des avions avec beaucoup trop d'ailes. Et il avait eu une femme, Delphine, qui, 14 mois plus tôt, s'était levée de la table du petit déjeuner, avait dit que la lumière lui semblait étrange, et s'était effondrée avant même que l'ambulance n'arrive devant le perron. Rupture d'anévrisme, avait dit le médecin, sans aucun signe précurseur. La faute de personne. Gabriel avait serré son fils dans ses bras pendant les funérailles, et il lui avait promis que le monde resterait un endroit sûr. Puis, l'appel était tombé, lui annonçant qu'il devait effectuer une dernière mission de réserve. Une obligation contractuelle, une réactivation d'unité qu'il ne pouvait légalement pas refuser. 90 jours quelque part à l'étranger, dans un endroit qu'il n'avait pas le droit de nommer. Il n'avait plus d'autres parents. La mère de Delphine, Viviane, avait pleuré sur son épaule. Chez les pompes funèbres, appelant Arthur le dernier vestige de sa fille. Lorsqu'elle avait proposé de garder le petit garçon dans sa famille pendant l'absence de Gabriel, cela lui était apparu, au milieu des mois les plus sombres de son existence, comme une bénédiction. Pourtant, il savait pertinemment qui ils étaient. Tout le monde dans la région le savait.
Les proches de Viviane géraient les dépanneuses, la fourrière, les prêts d'argent, et un club privé au horaire douteux appelé la Volière. Ils avaient une mémoire très longue lorsqu'il s'agissait de savoir qui leur devait quoi. Mais Viviane était la mère de Delphine. Elle avait tenu le petit Arthur dans ses bras le jour de sa naissance. Gabriel s'était dit que le lien du sang devait bien signifier quelque chose. Il avait embrassé son fils sur le front, lui avait dit d'être courageux. Et était parti. Il est revenu un mardi gris. 91 jours plus tard, un sac militaire sur l'épaule, et à la main un avion en bois qu'il avait sculpté sur 3 continents différents. La maison était vide. Pas silencieuse, non, vide. Ce genre de vide qu'un homme entraîné ressent jusque dans ses dents. Aucun dessin sur le réfrigérateur. Les chaussures d'Arthur manquaient sur le paillasson. Une voisine d'en face, Madame Prévost, a fait quelques pas sur son allée en apercevant sa camionnette, puis elle s'est arrêtée net, a posé sa main sur sa bouche, et est rentrée chez elle sans dire un mot. Quelques minutes plus tard, il se trouvait aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Savet, qui sentait le désinfectant et le plastique chaud. Une infirmière a essayé de lui demander son identité. Il a simplement prononcé 4 mots, je suis son père. Quelque chose, dans le timbre de sa voix, a instantanément fait place nette dans le couloir. On l'a conduit vers une chambre aux parois de verre. Et pendant un instant, Gabriel Lochet, qui avait pourtant vu les pires atrocités que les hommes s'infligent entre eux, n'a pas compris ce qu'il avait sous les yeux. La petite silhouette dans le lit était couverte de fils maintenus par des électrodes de tous côtés. Ses 2 bras étaient immobilisés, une jambe était suspendue, et une couronne de bandages entourait une zone rasée de son cuir chevelu. Son visage était tuméfié, d'un teint jaune vert si prononcé que le regard de Gabriel s'est détourné à 2 reprises, refusant l'évidence, avant de se poser définitivement sur lui, lui arrachant un son qu'il n'avait jamais émis de sa vie. Un râle sourd, brisé, immédiatement étouffé. Monsieur Lochet, comment ça? Le médecin, une femme calme aux mains fermes, le docteur Inès Castanda. Elle avait l'expression de quelqu'un qui attendait son arrivée, tout en la redoutant. S'il vous plaît, asseyez-vous, dit-elle. Dites-le-moi debout, répondit-il. Elle l'observa un instant, puis hocha la tête, car elle comprenait les hommes qui ont besoin de rester debout pour encaisser les coups. Elle afficha l'examen médical à l'écran. 42 fractures distinctes, dit-elle doucement, à différents stades d'évolution. Certaines datent de plusieurs mois, et se sont mal consolidées. D'autres ont entre 8 et 10 jours. Les côtes, les 2 avant-bras. Ce n'est pas le résultat d'un simple accident, monsieur Lochet. Ce schéma, ces fractures sphyroïdes, cette guérison par étapes. Tout cela s'est produit lentement, sur une longue période, infligée par quelqu'un qui savait s'y prendre pour que cela reste invisible sous les vêtements. La main de Gabriel se posa sur le dossier métallique d'une chaise et le serra jusqu'à faire gémir le métal. Il y a ceci, ajouta le docteur Castanda d'une voix plus basse, en tournant l'écran pour lui montrer les photographies des avant-bras de son fils. Les brûlures n'étaient pas des projections accidentelles. Il s'agissait de formes nettes, répétées, délibérées. La géométrie ronde et plate d'un outil. Appliqué, puis retiré. Appliqué, puis retiré. Il a cessé de parler il y a environ 3 semaines, dit-elle. Nous ne savons pas si c'est la conséquence du traumatisme crânien, ou... Elle ne termina pas sa phrase. Gabriel fixa longuement les formes marquées sur la peau de son fils. Quand il parla de nouveau, sa voix était devenue totalement neutre et monotone. Le ton qu'il adoptait autrefois, avant les périodes sans nom de son existence. Qui l'a amené? Sa grand-mère, répondit le docteur Castanda. Elle a prétendu qu'il était tombé dans les escaliers de la cave.
Il les trouva dans la salle d'attente des familles, au bout du couloir. Viviane Keller était assise au milieu d'une rangée de chaises en plastique. Comme une reine, tenant un gobelet en carton rempli de café posé sur son genou. Autour d'elle, se trouvaient ses 5 frères, Bernard, l'aîné, détendu, celui vers qui tous les autres se tournaient, Lionel, qui s'agitait nerveusement. Gaston, les yeux rivés sur son téléphone. Thibaut, qui riait trop fort, Rémi, le plus jeune, qui leva les yeux le premier. Et blêmi en voyant Gabriel à la porte. Il riait. Gabriel entendit l'écho d'eux. Leur conversation. Une anecdote, une blague, la vie. Bernard s'essuya le coin d'eux. L'œil du bout du pouce, de cette façon qu'ont les gens quand quelque chose est vraiment amusant. C'était Viviane qui racontait l'histoire. Une boîte de pâtisseries industrielles, achetée à la station-service, était ouverte sur la chaise à côté d'elle. Elle se leva en l'apercevant, composant rapidement sur son visage un masque de chagrin, comme une femme qui enfile un manteau. Gabriel. Oh mon Dieu, merci, tu es enfin là. Nous ne savions pas comment te joindre. Il a fait une chute, mon chéri. Une chute? Terrible. Il a toujours été si maladroit. 42. Dit Gabriel. L'atmosphère de la pièce se refroidit instantanément. Le sourire facile de Bernard ne quitta pas ses lèvres, mais ses yeux s'animèrent. Effectuant un inventaire rapide et professionnel de Gabriel. Des épaules jusqu'aux mains, de la manière dont un certain type d'homme jauge un adversaire potentiel. Un enquêteur se tenait dans un coin, près du distributeur automatique, un homme à l'allure fatiguée et effacée nommé Hubert Vogel. Il était visiblement là depuis un moment, et aurait de toute évidence préféré être n'importe où ailleurs. Il décolla son dos du mur. Monsieur Lochet, si nous allions prendre l'air, vous et moi. Dans le couloir, les visages évitaient soigneusement de croiser son regard. Je sais ce que vous pensez de tout cela. Vraiment? Demanda Gabriel. Les services de l'aide sociale à l'enfance se sont rendus dans cette maison 4 fois en 2 ans, expliqua-t-il à voix basse. 4 fois, chaque dossier a été classé sans suite. Pour éléments insuffisants, rétractation de témoins, ou rapports égarés. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Il jeta un coup d'œil en arrière, vers la salle d'attente. Les Keller ont des appuis solides, monsieur Lochet. Bernard gère la moitié des cautions judiciaires de la région à travers son cabinet. Il y a 2 magistrats locaux qui rateraient la messe plutôt que de manquer sa réception de fin d'année. Je peux tout consigner par écrit. Je peux transmettre le rapport à mi-hiérarchie, et le dossier sera classé. Exactement comme les 4 précédents. Et la seule chose qui aura changé, c'est qu'ils connaîtront votre nom. Il soupira. Personne, dans ce district, ne les poursuivra en justice. Je suis désolé. Sincèrement désolé. Gabriel regarda à travers la vitre, plus loin dans le couloir, l'image des brûlures qui brillaient encore sur l'écran du docteur Castanda. Ces formes rondes, régulières, appliquées puis retirées, appliquées puis retirées par quelqu'un qui avait tout son temps, et n'avait absolument rien à craindre. Ce n'est pas grave, adjudant, dit-il d'une voix presque douce. C'est donc une bonne chose que je ne sois pas revenu pour porter plainte. Vogel parut surpris. Quoi? Rien, répondit Gabriel. Il ne cassa rien. Cela les surprit lorsqu'ils l'apprirent plus tard. Il s'était préparé à affronter l'ancien soldat dans une colère noire, le genre de colère qui renverse une table, qui donne des coups de poing, leur offrant ainsi un motif d'arrestation et une justification pour le déclarer psychologiquement instable. Mais il ne leur laissa aucune prise. À la place, il se fit discret, très discret. C'était la seule méthode qu'il connaissait, et il commença à monter un dossier de ciblage précis. Sa première démarche concerna le petit garçon
Gabriel passa des jours entiers aux côtés du docteur Castanda. Au bout de ces 2 jours, il obtint un élément qui n'avait pas été anticipé, un transfert médical, une place dans un programme de traumatologie pédiatrique, au sein d'un hôpital pour enfants situé 2 départements plus au nord, bien au-delà de la zone d'influence des Keller. Un ordre de transfert que le docteur Castanda signa lui-même de sa propre main. Il fit tout le trajet dans l'ambulance. Sa main était posée à plat sur la couverture d'Arthur, et lorsqu'ils franchirent la limite du département, il sentit une part instinctive de lui-même se détendre d'un cran. Sa seconde démarche consista à aller voir une avocate. Maître Marie Beaumont tenait un cabinet modeste au-dessus d'une quincaillerie, et traînait derrière elle la réputation de ne pas être corruptible. Ce qui, dans ce district, lui avait coûté la majeure partie de sa clientèle. Elle écouta l'intégralité du récit, prit des notes, puis fit glisser sur le bureau un document que Gabriel n'avait encore jamais vu. C'était une ordonnance de délégation d'autorité parentale et de garde temporaire, accordée à Viviane Keller pour le mineur Arthur Lochet. Signée 11 semaines plus tôt, seulement 6 jours après le départ de Gabriel, par un juge figurant en bonne place sur la liste des magistrats corrompus. Ils n'ont pas attendu que vous soyez loin, expliqua Marie Beaumont. Ils l'avaient déjà obtenu légalement, avant même que vous n'atterrissiez là-bas. Sur le papier, actuellement, cette femme a plus de droit sur cet enfant que vous. Elle croisa les mains. Monsieur Lochet, je vais contester cette décision. Mais je veux que vous compreniez le terrain sur lequel vous avancez. Ils ont préparé leur coup méticuleusement. Ces échymoses qui n'ont jamais fait l'objet de poursuites. Cette garde, et un rapport, quelque part, affirmant que vous êtes un homme brisé par la guerre, envoyé à l'étranger pour des opérations dont vous ne pouvez pas parler. Si vous agissez de manière brutale et bruyante, vous entrerez pile dans le scénario qu'ils ont déjà écrit pour vous. Gabriel fixa la date de l'ordonnance de garde pendant un long moment. Ils n'ont pas fait ça pour l'argent, dit-il à voix basse, pour lui-même. Pas seulement pour l'argent. Comment ça? Demanda l'avocate. On ne planifie pas la garde d'un enfant 6 jours après son déploiement, pour un gosse à qui l'on va faire du mal par simple accident. Il se leva. Merci, maître Beaumont. Continuez à vous battre devant le tribunal. Faites du bruit. Forcez-les à regarder cette main-là. Et vous, qu'allez-vous faire? Regardez. L'autre ande, répondit-il. Il passa un unique coup de téléphone, ce soir-là, à un homme à qui il n'avait pas parlé depuis 4 ans. Hugo avait porté le même uniforme, et partagé les mêmes nuits difficiles que Gabriel, avant de revenir au pays pour mettre sa patience au service d'une unité nationale d'investigation financière. Une unité qui traquait l'argent, plutôt que les gens. Lorsque Gabriel prononça le nom des Keller, un silence s'installa au bout du fil. Tu n'as pas idée d'où tu as mis les pieds, Gabriel, finit par dire Hugo. Ou peut-être que si. Nous avons un dossier ouvert dans ce secteur depuis 6 ans. Les dépanneuses, la fourrière, le club. Tout cela sert à blanchir l'argent. De structures beaucoup plus importantes. Nous voyons les contours du réseau. Mais nous n'avons jamais pu le saisir concrètement, car chaque fois que nous obtenons une source locale, elle disparaît ou se rétracte. Et à 2 reprises. Des mandats de perquisition ont été divulgués avant même d'être déposés. 1. Temps d'arrêt. Ils sont protégés du haut jusqu'en bas, mon frère. C'est là tout le problème. Quel est ton intérêt là-dedans? Gabriel lui expliqua la situation. Il entendit la respiration de l'enquêteur changer au téléphone. Envoie-moi tous les dossiers médicaux, dit calmement Hugo. Absolument tout. Ce que Gabriel découvrit au cours des 2 semaines suivantes, en tirant patiemment et invisiblement sur les fils du réseau comme on le lui avait appris, était pire qu'une simple cruauté.
Cela suivait une logique froide. Les Keller avaient-ils déjà agi ainsi par le passé? Une fois que Gabriel eut obtenu l'historique médical complet, et non censuré, d'Arthur au-delà des limites du district, le docteur Castanda découvrit, dans les demandes de remboursement d'assurance, un montage financier effarant. Des années de facturation médicale, des dossiers d'invalidité, des subventions pour besoins spécifiques, et même une allocation d'accueil familial pour un autre enfant, 10 ans auparavant. Un jeune garçon nommé Lucas qui, une fois majeur, s'était volatilisé. Ces blessures n'étaient pas seulement le reflet du sadisme de Bernard envers des êtres sans défense, même si cette cruauté était bien réelle. Elles étaient un produit financier. Un enfant brisé génère des remboursements, des indemnités, des versements mensuels, et une vague de sympathie locale qui permet d'étouffer les enquêtes et de les classer sans suite. Arthur n'était pas une simple victime de la machine des Keller. Pour eux, il représentait un stock. Et quelque part, dans la maison des Keller, une jeune fille de 16 ans nommée Fanny Collin, une petite nièce qu'ils avaient recueillie et traitée comme une servante muette, avait compris qu'en grandissant, elle devenait bien moins rentable. Et elle en savait beaucoup. Trop. Elle avait commencé à filmer des scènes, à l'aide d'un téléphone à l'écran fissuré qu'elle cachait dans la doublure de son manteau. Elle attendait, sans le savoir, que quelqu'un comme Gabriel vienne la trouver. Les Keller n'étaient pas stupides. Un homme qui pose des questions, même en toute discrétion, finit toujours par faire un peu de bruit. Et Bernard avait l'oreille fine pour ce genre de choses. L'avertissement survint sur un pont routier. Gabriel descendait la route menant à la vallée de la rivière quand la pédale de frein s'enfonça soudainement jusqu'au plancher. Un relâchement total, caractéristique d'un flexible qui a été proprement desserré à la clé, et non sectionné. Il roulait à 80 km/h, en direction d'une barrière de sécurité qui surplombait un ravin de 30 mètres. Il ne paniqua pas. La panique était une réaction dont il s'était débarrassé depuis bien longtemps. Il rétrograda rapidement, laissa frotter le flanc de sa camionnette contre la roche, dans un long hurlement de tôle froissée, et parvint à immobiliser le véhicule contre la falaise. Les roues avant se trouvaient à 2 doigts du vide. Il resta assis là un instant pour reprendre son souffle. Puis, il descendit, inspecta le dessous du véhicule, et reconnut immédiatement le travail pour ce qu'il était, précis, difficile à prouver, un avertissement clair. Et il n'en parla à personne. Laissez-les imaginer qu'il avait peur. Laissez-les croire qu'il était déstabilisé. Un homme effrayé est un homme qu'ils savent gérer. Il ramena lentement le véhicule endommagé chez lui, et le gara bien en évidence. Pendant ce temps, la machine judiciaire se mit en marche. Un juge complice des Keller accéléra la procédure pour pérenniser la garde de Viviane, et interdire tout contact avec Gabriel. Le tout, basé sur une évaluation psychiatrique confidentielle qui le décrivait comme un vétéran instable, présentant des troubles de colère pathologiques. Un document signé par un médecin qui ne l'avait jamais rencontré. Marie Beaumont qualifia cette manœuvre d'acte le plus honteux qu'elle ait vu en 20 ans de carrière. L'audience fut fixée 16 jours plus tard. Si les choses se déroulaient comme d'habitude dans ce district, Gabriel perdrait le droit légal d'approcher son propre fils, et il garderait la garde d'Arthur, ainsi que l'allocation, pour toujours. Ce fut le moment le plus sombre. Gabriel s'assit ce soir-là au chevet d'Arthur, dans cet hôpital pour enfants situé 2 départements plus loin, à distance de tous ceux qui pouvaient leur nuire. Il ressentit toute la pression du piège qu'ils avaient construit autour de lui. La loi, les tribunaux, la gendarmerie, les magistrats, tout était biaisé. Tout leur appartenait. Il prit la petite main bandagée de son fils. Les yeux d'Arthur s'ouvrirent. Pour la première fois en 3 semaines, le petit garçon regarda son père, et le reconnut.
Ses lèvres gerçaient s'entr'ouvrir. Un mot s'échappa dans un murmure. Le tout premier mot prononcé depuis le drame de la cave, « Papa ». Gabriel posa son front contre la couverture, pour que son fils ne voie pas son visage. Lorsqu'il se redressa, quelque chose venait de se caler définitivement en lui. Avec le bruit sourd d'un verrou qui se ferme. Il avait fini de jouer selon l'heure. Règle. Il allait renverser la table entière, et il veillerait à ce que la table leur tombe directement dessus. C'est ce que les Keller n'avaient jamais compris à propos de l'homme qu'ils avaient décidé d'effrayer. Il ne pensait pas comme un homme qui cherche à gagner une bagarre. Il pensait comme un ingénieur qui veut démolir un bâtiment, et il savait qu'on ne renverse pas un mur en poussant dessus. On repère la pierre unique sur laquelle repose tout l'ouvrage, et on laisse la gravité faire le reste. En réalité, il ne possédait pas ce canton. Il le louait. Les dépanneuses, la fourrière, et l'argent liquide qui transitait par la volière servaient tous une organisation bien plus vaste, et plus lointaine. Un réseau régional, le genre de structure qui dilute son influence à travers une centaine de petits fiefs comme celui de Bernard, sans jamais se montrer à découvert. Les Keller n'étaient qu'une franchise. Leur protection, les juges corrompus, les dossiers classés, les fuites de mandat, tout cela n'était pas de la loyauté. C'était un investissement, réalisé par des décideurs situés plus haut dans la hiérarchie, qui avaient besoin que ce canton reste calme et rentable. Et Gabriel, en croisant les informations d'Hugo avec ses propres découvertes, repéra la pierre mal scellée. Depuis 3 ans, Bernard détournait discrètement de l'argent. Il gonflait artificiellement les chiffres de la fourrière, déclarait des recettes moindres pour le club, et dissimulait la différence au milieu de la fraude aux allocations médicales, où cet argent ressemblait à de tristes et maigres indemnités pour un enfant malade. Les dirigeants du réseau n'en savaient rien. Or, les hommes d'en haut détestaient 2 choses par-dessus tout, l'attention des services de l'État, et le fait d'être volé. Gabriel constitua un dossier unique, et l'envoya simultanément dans 2 directions opposées. À la brigade d'Hugo, de retour dans le jeu de manière officielle et propre, il transmit la chronologie médicale établie par le docteur Castanda, l'historique complet des demandes de remboursement d'assurance, et le vieux dossier concernant le jeune Lucas. Et enfin, après que Gabriel eut réussi à faire passer la frontière du département à Fanny Collin et à son téléphone fissuré, caché à l'arrière d'un de ses véhicules d'inspection à 4 heures du matin, il fournit l'enregistrement vidéo de ce qui se passait réellement dans la maison des Keller. Les mandats étaient prêts. Les preuves étaient directement liées à des documents, et à leurs propres témoins clés. Le nom de Gabriel n'apparaissait nulle part. Au chef du réseau supérieur, fut transmise l'autre moitié du dossier. Les détails du détournement de fonds commis par Bernard. Mais rien ne venait de Gabriel. Gabriel n'envoya jamais rien qui puisse remonter jusqu'à lui. Les éléments commencèrent simplement à apparaître. Un tableur comptable fut déposé à un endroit où le bon coursier ne pouvait que le trouver. Un chiffre fut glissé à l'oreille d'un habitué de la volière. Une copie du véritable grand livre des comptes de Bernard fut transmise. C'était amplement suffisant pour des hommes qui ne faisaient confiance à personne, leur permettant de faire le calcul eux-mêmes, et d'arriver à l'inévitable conclusion. Les Keller étaient devenus un fardeau. Ils les volaient, la police nationale était sur le point d'intervenir, et tout cela parce que Bernard s'était montré beaucoup trop avide et imprudent. Puis, Gabriel s'assit de nouveau au chevet de son fils, posa sa main sur la couverture, et laissa les 2 forces gravitationnelles agir en même temps. L'effondrement se produisit beaucoup plus rapidement qu'il ne l'avait anticipé. Comme un bâtiment qui s'écroule dès que la charge s'exerce sur la fissure. Les dirigeants du réseau supérieur réagirent les premiers, car c'est ainsi que fonctionne ce milieu. Ils coupèrent les ponts avant d'être entraînés dans leur chute. Du jour au lendemain, la protection qui avait étouffé 4 enquêtes s'évapora purement et simplement.
Les deux juges, qui auraient prétendument manqué la messe pour Bernard, devinrent soudainement injoignables. L'un d'eux se récusa de l'audience de garde par une simple note de 2 lignes. L'autre partit précipitamment en vacances. Le candidat soutenu par la gendarmerie locale renvoya la contribution financière des Keller, accompagnée d'une lettre écrite par son avocat. Personne n'expliqua pourquoi. C'est là toute la cruauté du pouvoir. Le jour où vous devenez un problème, on change les serrures sans vous donner d'explication. Puis, la brigade financière intervint. Car Hugo avait enfin ce que 6 ans d'enquête ne lui avaient jamais apporté. Des preuves irréfutables, qui ne dépendaient pas d'un témoin local susceptible de disparaître, puisque la source résidait dans la comptabilité même, et dans les aveux de la jeune fille, désormais en sécurité dans un autre département. La fourrière fut saisie un mardi. Les comptes bancaires de la société de cautionnement furent gelés. Les gendarmes pénétrèrent dans la volière à l'heure du dîner, munis d'un mandat d'arrêt dont personne n'avait eu vent, car cette fois, la procédure n'était pas passée par les intermédiaires corrompus de Bernard. Et les frères, privés de leur rempart, et sentant le sol se dérober sous leurs pieds, firent exactement ce que Gabriel savait qu'ils feraient. Parce que c'est ainsi que les hommes lâches, et acculés, réagissent toujours. Ils se trahirent les uns les autres. Rémi, le plus jeune, celui qui s'était figé dans la salle d'attente, fut le premier à pousser la porte du bureau du procureur avec son avocat, négociant une remise de peine contre tout ce qu'il savait. Thibault s'enfuit, et fut rattrapé dans un hôtel, 3 départements plus loin. Lionel fondit en larmes dans la salle d'interrogatoire. Gaston livra les registres de compte, pour tenter de prouver que les détournements étaient le seul fait de Bernard. Et Bernard, ce colosse si sûr de lui, qui avait essuyé une larme de rire devant les restes de l'enfant qu'il avait brisé pendant 1 an, se retrouva dans une cellule. Sans comprendre, sans jamais pouvoir comprendre comment un homme discret, qui n'avait jamais élevé la voix ni déposé la moindre plainte, avait pu lui enlever tout ce qu'il possédait. Car il n'y avait pas eu de plainte. C'était là toute la subtilité de la chose. Gabriel n'avait jamais engagé de poursuite judiciaire. Il n'avait jamais donné de coups de poing, n'avait proféré aucune menace, et n'avait jamais offert le profil du vétéran colérique, et prévisible, qu'il s'attendait à pouvoir ajouter à leur dossier. Il s'était contenté de livrer la vérité aux 2 seuls puissances auxquelles il ne pouvait pas survivre, la justice qu'il croyait posséder, et les patrons dont il pensait qu'il les protégerait. Puis, il s'effaça. Ce qu'il fit ensuite ne figura dans aucun rapport officiel. Car tous les éléments de l'enquête appartenaient aux Keller eux-mêmes, leur propre livre de compte, leur fraude, leurs témoins clés, leur propre cupidité, leurs dirigeants, et leurs propres frères. Ils s'étaient simplement assurés que la machine qu'ils avaient construite pour écraser un enfant se retourne, enfin, contre eux. L'audience de tutelle eut enfin lieu, mais pas dans le canton de Savay, ni devant des juges à qui les Keller avaient un jour payé un verre. Marie Beaumont avait discrètement obtenu un dépaysement de l'affaire, au motif qu'aucun procès équitable n'était possible dans un secteur où la famille de la requérante faisait l'objet d'une saisie par la justice nationale. Dans une salle d'audience sobre, située 2 départements plus au nord, le docteur Inès Castanda détailla les 42 fractures, à différents stades de guérison, et les marques de brûlure qu'aucune chute d'escalier n'aurait jamais pu provoquer. Fanny Collin, désormais hors de danger, raconta calmement au juge ce qu'elle avait filmé, et pourquoi elle l'avait fait. La demande de garde permanente de Viviane Keller fut rejetée. L'ordonnance provisoire fut annulée, car obtenue par des moyens frauduleux, et son nom fut transmis à la brigade financière, qui détenait déjà ses frères. La garde exclusive de l'enfant fut confiée au père. Gabriel emmena Arthur vers le nord dès que le petit garçon fut en état de voyager. Ils s'installèrent dans une petite maison, au bord d'un lac, où le seul métal présent était la coque d'une barque, et le seul bruit, la nuit,
le clapotis de l'eau contre le ponton. Le rétablissement fut lent. Il y avait des nuits où l'enfant se réveillait en hurlant, et ne pouvait être apaisé que par la voix de son père, dans l'obscurité. Il y avait des plâtres à retirer, un long parcours médical à suivre, accompagné par le docteur Castanda qui faisait le déplacement une fois par mois. Elle avait promis que ce petit garçon ne ferait pas partie de ces échecs. Fanny Collin s'installa également avec eux. Elle n'avait nulle part ailleurs où aller, et Gabriel avait appris à ses dépens ce qui arrive à un enfant que personne ne réclame. Il l'accueillit donc sous son toit. Elle commença à dormir. D'un sommeil paisible, à peu près en même temps qu'Arthur. Un soir, vers la fin de ce premier été, alors que Gabriel réparait un taquet sur le ponton, il entendit derrière lui le frottement d'un crayon sur du papier. Arthur était assis sur les planches de bois, avec ses avions aux trop nombreuses ailes qu'il dessinait, ses plâtres désormais retirés, et il commentait à voix basse, comme autrefois, celui-ci, c'est un avion de sauvetage. Celui-là transporte le chien. Et celui-ci, c'est celui de papa. Il parlait tout simplement. Un petit garçon qui parlait de nouveau. Gabriel resta immobile, devenant la présence la plus silencieuse au bord de ce lac, et s'autorisa enfin à ressentir de la joie. C'est encore Nicolas. J'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle cette histoire reste gravée en moi, et je pense que c'est parce qu'elle va à l'encontre de la réaction que l'on nous apprend tous à attendre. On nous enseigne que la réponse à une injustice monstrueuse doit être une colère monstrueuse. Qu'un père est censé entrer dans cette salle d'attente, et se transformer en arme. Et les gens qui ont fait du mal à cet enfant comptaient précisément là-dessus. Ils avaient déjà écrit tout le scénario pour cet homme brisé, et violent. La seule chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'était un homme calme. Ce que Gabriel Lochet a compris, c'est que la véritable force ressemble rarement à du pouvoir. Elle ressemble à de la patience. Elle ressemble à un homme qui refuse le combat. Que vous essayez de provoquer, parce qu'il est déjà occupé à vous faire perdre la guerre. Il n'a pas affronté la machine des Keller en se montrant plus dur qu'elle. Il l'a vaincue en la retournant contre elle-même. En gardant la certitude qu'un système basé sur la fraude, et sur la peur, contient en lui tous les mécanismes nécessaires à sa propre destruction. À condition de rester assez calme pour les identifier. Il y a aussi une vérité plus difficile dans cette histoire, et je ne veux pas l'éluder. La raison pour laquelle ils ont pu agir ainsi pendant des années, c'est que l'influence des réseaux est bien réelle, et qu'elle abandonne toujours les plus faibles en premier. 4 dossiers classés sans suite. 4. Parfois, un enfant est la toute dernière personne pour laquelle un système bien installé acceptera de se déranger afin de le protéger. Cela devrait nous mettre en colère. Cela devrait aussi nous inciter à la vigilance. Car ceux qui brisent les êtres silencieux comptent sur notre indifférence. Alors, s'il y a une chose à retenir de tout cela, que ce soit celle-ci, ne confondez pas le bruit avec la force, et ne confondez pas le calme avec la faiblesse. Parfois, la personne la plus redoutable dans une pièce est celle qui n'élève jamais la voix, parce qu'elle a déjà pris sa décision, et attend simplement que la gravité fasse son œuvre. Merci d'être resté avec moi. Prenez soin des personnes silencieuses. À bientôt pour une prochaine histoire. Amen.